Bonjour tout le monde, bienvenue, merci d'être ici. Alors bonjour, bonsoir, selon vous vous trouvez, merci donc de nous rejoindre aujourd'hui. Je sais que pour nombre d'entre vous, il est très tôt le matin, donc merci encore de prendre le temps d'être ici. Alors nous reprenons notre série de webinaires, c'est la quatrième partie de ce webinaire sur la restauration des droits des femmes. Alors, Robina, excuse-moi de t'interrompre, on ne voit pas ton écran. D'accord, merci. Donnez-moi une petite seconde. Oui, alors, parfait, on le voit très bien maintenant. D'accord, merci. Donc, je disais que lors de du webinaire précédent, Shruti a donc parlé du contexte, elle a proposé différents exemples, études de cas, nous avons parlé d'histoire, d'expérience sur le terrain, et aujourd'hui nous allons parler d'un aspect plus technique, nous allons parler de la cartographie du genre dans la restauration des écosystèmes et voir pourquoi cela est important et pourquoi c'est nécessaire pour tout type d'activité de restauration de la biodiversité. Nous allons donc parler aujourd'hui de ces types de cartographie grâce à 4 experts qui vont nous expliquer l'importance de la cartographie du genre. Elles vont nous parler de différents cadres pertinents de recueillement des données qui va nous aider à comprendre pourquoi il existe encore des lacunes en termes de genre et comment les combler. Ces expertes partageront leur travail et leurs expériences. Alors avant de les écouter, quelques considérations techniques pour aujourd'hui. Nous vous demandons de bien vouloir éteindre vos microphones lorsque vous ne parlez pas et pour donc ne pas nuire aux présentations. Alors la plupart des présentations seront en anglais, mais nous avons l'interprétation vers le français et l'espagnol. Vous trouverez le bouton d'interprétation en bas de votre écran. Cette session sera également en streaming live sur YouTube pour que toutes les personnes qui ne puissent pas être là aujourd'hui puissent y avoir accès. Merci d'avance de bien vouloir partager le lien avec donc les personnes qui pourraient être intéressées et qui peut-être n'ont pas pu être là aujourd'hui. Nous aurons également un temps de questions-réponses. Pour cet effet, il y a une fonctionnalité spécifique du Zoom pour donc poser vos questions. N'hésitez pas, lorsque vous entendez la présentation, à laisser vos questions au fur et à mesure et puis à la fin des présentations, nous regarderons vos questions. Et n'hésitez pas à utiliser le chat pour vous présenter, nous dire qui vous êtes, d'où vous nous rejoignez. Et je crois que c'est tout pour ces considérations préalables. Alors, je voulais vous toucher quelques mots sur l'initiative, donc Restaurer les droits des femmes. C'est une initiative qui est axée sur le plaidoyer pour des pratiques de restauration menées par des femmes au niveau des communautés. L'idée est vraiment de faire entendre les voix qui sont généralement passées sous silence. Alors encore une fois, cela pose de nombreux défis et c'est pourquoi nous travaillons très près avec les femmes, les communautés autochtones et de nombreuses associations pour véritablement faire entendre leur voix au niveau international. Il y a 4 objectifs qui soutiennent cette initiative. La première est la promotion des droits, donc faire un plaidoyer pour des politiques, des programmes, des initiatives qui restaurent l'accès des femmes à leurs droits. Le deuxième objectif est aussi de célébrer, d'honorer le travail qui est fait sur le terrain. Il y a beaucoup de travail, un travail significatif qui est fait, mais qui très souvent n'est pas visible. Notre travail est donc d'amplifier les voix et les impacts des femmes dans les progrès
et les initiatives faites au niveau local. Troisième objectif, la collaboration. Il s'agit d'un espace d'apprentissage, de dialogue, d'échange entre différents secteurs de la société et nous espérons vraiment donc donner un espace également pour autonomiser les femmes. C'est notre quatrième objectif de fournir des outils, des ressources. Donc voilà les quatre objectifs de cette initiative. Alors quels sont les composants clés? Le premier point, c'est le plaidoyer, un centre de plaidoyer, car c'est vraiment le centre de notre travail. Et c'est pourquoi nous mettons sur pied des campagnes, des partenariats avec les personnes qui travaillent sur le terrain. Un deuxième composant est le récit, partager les histoires au travers de différents médias. Il y a de nombreuses manières de partager ces histoires, donc c'est un canal que nous utilisons également. Cette initiative offre également un espace sûr de partage, un centre également de ressources, d'apprentissage. Et enfin, et pour moi c'est très certainement la composante la plus importante, eh bien, au sein de Women for Biodiversity, nous voulons renforcer un tel centre d'apprentissage, de ressources, en plus d'être une plateforme d'échange. Nous allons faire cela grâce à des ateliers, des webinaires, des formations, des articles, une recherche. Donc c'est véritablement notre pilier et ce qui nous permet de nourrir notre mouvement. Alors, je voudrais maintenant vous présenter nos oratrices. Nous aurons donc notre présentatrice principale, Marion Marigot, qui est donc chercheuse au sein du Programme pour le développement des Nations Unies. Et elle travaille principalement auprès d'acteurs multiniveaux. Elle a travaillé auprès de 3 pays d'Amérique latine, le Pérou, la Colombie et l'Équateur. Nous avons également tout un corps de travail au sein de Women for Biodiversity sur la foresterie, l'agriculture et les droits des femmes aux ressources. Donc elle regarde tous ces thèmes depuis une perspective féminine. Nous avons également aujourd'hui Cindy Julianti, qui est coordinatrice régionale du consortium APAC pour l'Asie du Sud-Est. Donc elle travaille avec plusieurs APAC dans cette région. Elle est également activiste, elle participe activement aux négociations politiques pour faire le pont entre les différents efforts de conservation au niveau global. Et enfin, nous avons Rachel McMonagle, désolée pour la prononciation. Donc, elle est directrice pour le changement climatique à l'ANDESA et elle promeut la sécurisation à l'accès des terres pour atténuer les effets du changement climatique. Donc, voilà nos oratrices pour aujourd'hui et je voudrais donc laisser la parole à Marion Marigot. Merci beaucoup. Est-ce que Marion est déjà là? Non, alors je crois que Marion ne s'est pas encore connectée. On peut peut-être donc continuer avec la présentatrice suivante. Alors Marlène, Elias, est-ce que vous souhaiteriez donc prendre la parole et donc nous expliquer de quoi il s'agit lorsque l'on parle de cartographie du genre? Alors Marlène, Elias, la parole est à vous. Merci beaucoup, Rubina. Alors je vais essayer de partager mon écran. Et si vous pouvez donc me confirmer lorsque les diapositives seront à l'écran. Non, alors on ne voit rien pour l'instant. D'accord, je vais essayer à nouveau.
Alors, il semble que je ne peux pas partager s'il y a déjà un partage d'écran qui est fait. Alors, laissez-moi essayer à nouveau, voir si cela fonctionne. Voilà, je crois que cela fonctionne. Parfait. J'espère que j'ai réussi à le mettre en mode plein écran. Je crois que cela devrait fonctionner maintenant. Voilà, c'est parti. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à parler aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de pouvoir présenter mon travail au sein de cette plateforme si importante. Alors c'est un travail que je fais déjà depuis plusieurs années avec mes collègues en termes de restauration et de genre. Alors, ce travail est fait pour influencer donc toutes les organisations et les personnes du gouvernement également qui travaillent dans la restauration et qui contribuent donc à ce type d'initiative. Très souvent, ces personnes sont beaucoup plus familières avec les aspects biologiques de la restauration et donc nous souhaitons ici euh, soutenir leur travail, leur montrer qu'il ne s'agit pas seulement de plantes et d'arbres et d'écosystèmes, mais euh, que en son sein, la restauration doit mettre l'être humain au centre parce que les communautés sont très profondément intégrées, interconnectées avec leurs paysages, leurs écosystèmes. Il est donc nécessaire de faire ce lien entre restauration et personne. Alors, je vous mets ici la définition de la restauration des paysages forestiers, qui est un processus planifié pour retrouver l'intégrité écologique et renforcer le bien-être humain dans des paysages déforestés dégradés. L'idée est donc de faire le lien entre les aspects écologiques, entre la santé environnementale et la santé des êtres humains. Donc, bien entendu, les moyens de subsistance ici sont importants. Et il est nécessaire de rappeler que la restauration peut également avoir en son cœur des perspectives de genre. Mais il faut, et c'est ce que nous avons appris, il faut faire un plaidoyer pour cela parce que ce n'est pas automatique. Il est donc nécessaire de faire des efforts en ce sens pour que les politiques reflètent cette définition. Donc, avec mes collègues, nous avons développé plusieurs cadres pour les responsables politiques pour leur montrer l'importance du genre dans la restauration. Nous avons recueilli de nombreuses données pour faire face aux lacunes existantes. Je voulais vous montrer aujourd'hui quelques-uns de ces cadres que nous avons développés et je voulais vous partager aussi un exemple de comment intégrer le genre dans la restauration. Voilà le premier cadre. Il repose sur 4 composantes et qui souligne également les risques de ce type de projet de restauration s'ils ne tiennent pas compte des considérations de genre. Alors, vous pouvez voir ici en haut à droite comment le genre influence les perceptions, les priorités, c'est-à-dire le type de décision de quel paysage restaurer, pourquoi le faire. Il est donc nécessaire d'avoir différentes voix, différentes euh, types de savoir qui soient entendus et pris en compte dans les initiatives. Deuxième point à voir avec les coûts et les bénéfices en termes de restauration. Il est nécessaire d'établir des systèmes équitables et un partage juste des bénéfices pour ne pas accentuer les inégalités déjà existantes et pour assurer une meilleure répartition des bénéfices. Autre composante liée donc à l'utilisation du temps et à la charge de travail. C'est un point nécessaire pour montrer à quel point les femmes contribuent à la restauration, à la conservation et toutefois elles ont
une charge de travail qui est déjà exacerbée. Il est donc important de faire en sorte que nos initiatives ne les chargent pas davantage. Et le quatrième point à voir avec les droits à la terre, surtout pour les femmes, hein, et donc aux droits fonciers. Il est important que toute initiative de restauration ne mine pas l'accès aux droits fonciers des femmes. Parce que il est très facile des projets de restauration aient pour conséquence de miner les droits des femmes quant à l'accès aux terres. Et cela montre à quel point la perspective de genre est tout à fait nécessaire et centrale au projet de restauration des écosystèmes. Et c'est pourquoi les aspects sociaux dans la conservation sont tout à fait essentiels. Alors, bien entendu, ici, notre perspective de genre est plutôt binaire. Nous parlons d'hommes et de femmes, mais dans le document, nous reconnaissons également les diversités chez les hommes, chez les femmes, les identités intersectionnelles sont également reconnues et le plus important, c'est vraiment le lien entre donc l'identité de genre et les aspects socio-économiques. Voici un autre cadre que nous avons développé qui inclut donc des composantes similaires à celles que nous venons de voir, donc liées aux opportunités égales, à la justice. Et ce cadre insiste plus sur la participation équitable entre hommes et femmes dans les initiatives de restauration et que toute personne qui compose la communauté ait la même opportunité de parler et de partager ses visions pour les projets de restauration. Il est donc nécessaire d'assurer qu'autant les hommes que les femmes aient leur mot à dire pour donc les projets qui touchent leur terre. Vous pouvez voir ici donc les opportunités et également les garde-fous qui vont permettre d'assurer cette justice, ces mécanismes d'équitabilité. Il y a également donc de prévu des mécanismes de grief, de plainte pour donc assurer les opportunités pour tout le monde. Il y a beaucoup de directrices qui existent déjà pour les personnes qui travaillent dans la conservation. Et je suis sûre que le centre de ressources de Women for Biodiversity, qui a été mentionné au début de ce webinaire, doit sans aucun doute vous proposer un grand nombre de documents très pertinents. Alors voici ici le type de directrice, de guide que vous pouvez trouver. Nous avons essayé d'organiser toutes ces ressources dans ce tableau que vous voyez ici à l'écran. Et c'est important d'avoir ce tableau parce que il y a tellement de littérature, tellement de ressources aujourd'hui que il est très utile d'avoir un document, un tableau qui nous donne un aperçu général du type de directrice, de guide que l'on peut trouver sur ces thèmes. Si l'on regarde maintenant les données, le rôle des données, alors ces cadres sont là pour donner donc des références pour la réflexion et sur comment également recueillir les données et également comment opérationnaliser ce type de cadre, ce qui est très important pour les mettre en œuvre dans les initiatives de restauration. Alors, nous avons travaillé dans 3 pays. Je voudrais vous donner un aperçu en tout cas de cette étude. Nous avons travaillé au Cameroun, au Pérou et aux Philippines. Et nombreux projets dans ces 3 pays ont été donc recueillis, réunis. Nous avons regardé toutes les initiatives de restauration
qui étaient déjà en cours et nous avons organisé notre analyse selon un cadre de justice sociale pour comprendre si vraiment les femmes étaient reconnues en tant qu'actrices légitimes dans les projets de restauration. Nous nous sommes demandé si leur voix était égale à celle des hommes, si elles pouvaient participer activement dans les projets, dans la prise de décision. Et bien entendu, si les bénéfices étaient donc partagés de manière équitable. Nous avons parlé avec les femmes et les hommes de ces communautés au travers de groupes focaux. Nous avons parlé donc aux équipes en charge des projets et vous pouvez voir ici à droite un tableau qui réunit les principales conclusions. Nous avons pu identifier les facteurs qui ont une influence sur la légitimité des acteurs et des actrices des projets. Et nous avons vu que donc ces facteurs incluent bien entendu le genre, bien entendu être un homme en général permet une inclusion beaucoup plus grande, l'âge également, le fait d'être membre d'une association et également les droits fonciers. Donc ces facteurs ont été identifiés comme permettant ou minant la légitimité donc dans la participation. Bien entendu, il existe des relations de pouvoir, surtout la division genrée du travail, où les femmes ont généralement beaucoup plus de travail que les hommes, les normes de genre, la culture, la religion, le statut, qui jouent beaucoup. Et très souvent, les capacités également ne permettent pas aux femmes d'entrer, de pouvoir avoir un rôle de leadership. En termes de partage des bénéfices, eh bien, vous pouvez voir que ce sont les mêmes facteurs qui influencent que donc ceux définis pour la légitimité et la reconnaissance. Alors, encore une fois, les droits fonciers, c'est un thème qui revient sans arrêt. Mais il y a aussi ici d'autres facteurs. Par exemple, le moment d'entrer dans les différents projets, cela détermine vraiment qui va profiter des projets. Et je vous montre donc ces résultats plutôt qualitatifs, mais en analysant les résultats de ces projets, eh bien, ces résultats ont véritablement donné été un guide pour permettre aux personnes d'intégrer beaucoup plus les femmes et d'améliorer leur participation à ces projets. Donc il est tout à fait nécessaire de connaître les cultures, les contextes pour identifier les stratégies appropriées afin d'assurer une initiative dont les bénéfices seront équitables et partagés de manière équitable. Il est nécessaire de continuer de collecter des données et de regarder sans arrêt les effets, les résultats du projet pour avoir une rétroalimentation constante et éviter des conséquences non voulues et qui pourraient donc miner d'autant plus les droits des femmes. Et enfin, un point très important, c'est l'interdisciplinarité des recherches. Et l'engagement des communautés est tout à fait central aussi pour assurer la viabilité de ces projets, pour recueillir les données, pour identifier les points clés. Lorsque l'on fait le lien entre peuple et environnement, cela est toujours très complexe. Et donc,
Ici, vous pouvez retrouver les ressources que j'ai mentionnées, peuvent donc vous aider à travailler sur ce sujet. Et donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Marlène. Merci pour cette présentation merveilleuse. N'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez donc poster vos questions sur le chat. Et je voudrais donc maintenant laisser la parole à Cindy. Oui, merci beaucoup, Rubina, pour cette invitation à partager notre expérience et notre travail sur la cartographie du genre. Euh, et je vais pas parler spécifiquement de restauration parce que notre travail est lié donc à la promotion de la reconnaissance et du soutien approprié aux peuples autochtones et aux communautés locales. Est-ce que vous pouvez me confirmer si vous voyez bien mon écran? Merci beaucoup. Oui, je voudrais partager une étude de cas de mon pays, l'Indonésie, euh, qui a trait au soutien aux peuples autochtones et aux communautés locales dans les APAC. Donc, on a créé des outils pour faire la documentation et on a aussi créé une plateforme nationale d'enregistrement pour améliorer la visibilité des savoirs traditionnels des peuples autochtones et des communautés locales euh, liées à la conservation. Donc, je vais partager un petit peu plus d'informations sur notre travail. Nous savons que l'Indonésie est un grand pays avec des écosystèmes divers et beaucoup de peuples autochtones et une grande diversité de pratiques, de savoirs traditionnels, notamment des femmes. Euh, il y a différents noms euh, pour la conservation basée sur les savoirs traditionnels. Et certains des noms ont trait à des systèmes particuliers liés aux femmes. Et par ailleurs, il nous manque aussi beaucoup d'informations sur les relations entre les communautés et la conservation et des informations qui nous permettent de montrer donc les contributions des femmes. Donc, on a besoin de données désagrégées par genre. Et c'est vraiment essentiel aussi pour que les communautés puissent regarder la situation dans leur propre paysage. Et c'est aussi quelque chose qui peut s'avérer essentiel pour les processus politiques. Et on peut dire ici, en Indonésie, il n'y a pas de politique euh, qui soit dans la prise en compte de la conservation des peuples autochtones. Et on sait aussi que le CMB a permis d'apporter le plan d'action sur le genre, mais il est difficile à mettre en place au niveau national en Indonésie. On voit que il n'est pas vraiment mis en œuvre. Et on voit aussi tout un processus de colonisation du savoir. Et face à cela, des résistances pour décoloniser les connaissances. Et donc, il y a un mouvement de contre-cartographie qui a commencé dans les années 90 avec beaucoup de peuples autochtones et de communautés locales qui font des initiatives pour contrer les cartographies officielles. Et c'est un peu de là que vient notre approche
participative, de cartographie collective et participative pour voir les ressources, les intersectionnalités et les contributions des femmes sur leur territoire et par rapport aux ressources. Et si vous voyez ici, donc, on a créé un système d'enregistrement national pour donc lister ces APAC et on appelle ce système donc des directives nationales des APAC. Donc ça a été créé de façon participative par les territoires et c'est un moyen de s'auto-enregistrer. On a créé des plateformes digitales qui permettent ensuite de compiler et d'agréger les données, de recueillir les données qui viennent des communautés. Et ça permet de relier les données avec le processus de plaidoyer et le processus politique. Et on fait aussi tout un travail de documentation dès les premiers pas, dès le départ dans ces processus liés aux APAC. Et on a aussi un protocole sur la façon dont les données sont partagées avec les responsables politiques. Ici, on peut voir le processus d'enregistrement national. Et quand on parle de cartographie participative, on peut voir ici comment fonctionne cette participation. Donc la participation est vraiment au centre de la collecte des données. Et c'est vraiment lié à la participation des titulaires de droits et des communautés locales et autochtones. Donc les communautés collectent leurs propres données socio-économiques liées aux pratiques écologiques, aux lois coutumières, à la gouvernance. Et donc, le secrétariat du groupe de travail est juste un soutien pour comprendre les documents. Mais les processus sont vraiment liés, sont vraiment menés par les communautés. Et donc, ça leur permet d'identifier les valeurs, les aspirations, qui les relient, à ce processus. Et dès le départ, ça permet donc aux communautés de se plonger dans un processus plus profond pour collecter leurs propres connaissances. Et ça permet de mieux connaître leur propre communauté, de réfléchir à la question de l'intersectionnalité, de réfléchir aussi aux besoins, aux aspirations et aux prochaines étapes. Et de cette façon-là, les communautés se mettent à reconsidérer, à réfléchir à leur propre identité, leurs besoins. Et on voit dans beaucoup de situations des disparitions de pratiques, de savoirs traditionnels. Et c'est lié à des pratiques coloniales, des systèmes d'éducation et aussi au développement destructeur auxquels on fait face dans les communautés. Et donc avec ces processus participatifs, on retrouve un travail profond et holistique dans les APAC et ça permet aussi de reconnaître le rôle des femmes et du genre. On propose aussi donc aux communautés de faire une auto-évaluation de la vitalité de leurs APAC et finalement il y a une évaluation par les pairs qui est menée par des personnes d'un autre territoire et qui permet donc par exemple d'apporter au processus. On sait notamment qu'il y a beaucoup d'obstacles par rapport à la sécurité foncière et d'autres questions. On sait que les gouvernements vont difficilement reconnaître les peuples autochtones, leur territoire et leurs contributions. Et donc, on ne peut pas juste
se baser sur une reconnaissance formelle du gouvernement, mais on fait donc ce processus d'évaluation par les pairs qui va permettre de venir valider ce qui a été collecté comme données et de créer plus de liens de solidarité donc entre les communautés. Et ici, on a donc un aperçu de ce à quoi ça ressemble, cette évaluation par les pairs sur le terrain. Donc, les communautés vont faire leur propre processus de collecte de données et ensuite les partager. Et tout cela est collecté et visualisable sur la plateforme en ligne. Et la plateforme permet aussi donc d'agréger les données. Et jusqu'à maintenant, donc comme vous pouvez voir à l'écran, on a enregistré plus de 647 000 hectares, 647 millions d'hectares, pardon. Et on peut aussi mener cette analyse plus loin pour avoir une vision plus holistique des APAC ou de euh, la conservation menée par les communautés. Et on peut observer ici toutes les possibilités en termes d'angle d'approche, de porte d'entrée. Les territoires ne sont pas juste protégés par les communautés. Les territoires contribuent à la durabilité économique des communautés. On a ici une étude de cas où avec une évaluation qui a été menée par des acteurs externes dans différents lieux, notamment un lieu sacré. Et, et donc, il y a différents de ces espaces qui sont utilisés par les communautés pour leur mode de subsistance, leur mode de vie. Et donc, on voit l'importance de l'approche économique des pratiques des communautés. Et il y a aussi d'autres recherches très en profondeur sur les apports des femmes aux APAC. Et la dernière chose que j'aimerais mentionner, donc on a vu que les processus de documentation et d'enregistrement des APAC peuvent être un bon outil pour voir la relation entre les femmes et la biodiversité sur les territoires. On a aussi vu que l'intersectionnalité doit être assurée dans le processus de documentation et les processus de cartographie participative. On a aussi vu qu'on doit renforcer, améliorer la documentation et la collecte de données probantes sur les femmes et la biodiversité parce qu'il n'y a pas tant que ça de recherche qui montre ces liens. Et finalement, donc, dans le contexte de l'élaboration des politiques publiques, je pense qu'on ne peut pas parler de politique si on ne prend pas en compte les aspirations, les histoires des bases et des territoires qui permettent d'assurer que les groupes vulnérables, et notamment les femmes, puissent donc jouer leur rôle d'actrice principale, pardon. Et donc les femmes ont besoin de plus d'espace pour être reconnues dans le travail d'élaboration politique et particulièrement pour répondre à leurs besoins. Et donc, on peut donc en discuter un peu plus ensuite. Je serai heureuse de répondre aux questions. Merci beaucoup, Cindy. Merci de nous avoir expliqué la façon dont les données et la documentation ont permis aussi donc de reconnaître l'évaluation par les pairs. Et c'est vraiment intéressant ce que tu disais par rapport au fait de ne pas attendre que le gouvernement nous reconnaisse. Euh, et on a des questions des participants, des participantes. La première question vient de Gia. Euh, donc,
Donc, Gia demande si vous travaillez avec des femmes rurales et est-ce que vous avez euh, des données sur un instant. euh, donc, est-ce que vous avez des données spécifiques? On a aussi une question sur les questions de propriété intellectuelle et la question du respect des sensibilités culturelles. Merci beaucoup pour ces questions. Peut-être que je peux répondre avec mon expérience ici en Indonésie. C'est vraiment difficile en réalité de parler de la question des bénéfices. Donc, on- des bénéfices. Donc, pour les titulaires de droit, pardon. Si on s'intéresse de près à ces politiques, aux politiques par rapport à la propriété intellectuelle, il n'y a pas de régulation réelle pour que les bénéfices de l'utilisation des ressources génétiques venant de la biodiversité aillent aux communautés locales ou autochtones. Euh, et donc, je ne sais pas s'il y a des exemples spécifiques d'autres endroits où ça marche. Cette question des bénéfices et de l'accès. Peut-être que, donc en Inde, je crois qu'il y a des expériences intéressantes. Peut-être que s'il y a quelqu'un d'Inde ici, on pourrait avoir des retours là-dessus. Mais de ce que je sais, il n'y a pas vraiment de d'expérience intéressante à ce sujet pour l'instant. Et avant de passer à Gia, peut-être que Marlène peut apporter un exemple de son expérience en Asie du Sud. Est-ce que tu aurais des exemples de ce type de mécanisme? Non, je n'ai pas de très bon exemple réellement. Je pense on, on peut voir si quelqu'un dans le public, quelqu'un parmi les participants, les participantes, a une expérience par rapport à l'accès et au partage des bénéfices, donc en faveur des communautés autochtones et locales. Je pense qu'il y a une tension autour de ce sujet en réalité. C'est un sujet vraiment important. Et je pense que dans notre expérience, on a beaucoup travaillé avec des protocoles communautaires. Et c'est l'idée de prévenir, d'éviter ces utilisations de leurs ressources. Donc, c'est l'idée d'avoir des politiques locales pour prévenir la piraterie biologique et éviter l'accès à leurs ressources et à leur biodiversité. Et c'est quelque chose qui est pris en compte dans le protocole de Nagoya, mais on continue à se demander à quoi ça ressemble dans un contexte local. Peut-être que Soumina ou Dina peuvent intervenir si c'est nécessaire, mais il me semble que Women for Biodiversity a fait une étude de cas, il me semble aux îles Salomon ou peut-être au Myanmar. Donc il y avait des formations de gardes forestières qui avaient aidé à créer des partenariats qui permettaient de réduire la vente illégale de produits locaux et le braconnage. Ce n'est pas quelque chose qui est très très compliqué et en même temps, c'était très intéressant de voir cette question des formations. Je vois que Gia a levé la main. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui, bonjour, quel que soit le moment où vous êtes.
Je suis ici à Trinidad et Tobago, dans les Caraïbes. Et donc, je suis, je voulais juste préciser que ma question était dirigée aux organisations qui sont ici et un peu, c'était pour savoir si vous travaillez avec des femmes rurales et s'il y a des organisations auxquelles on peut s'adresser. Nous sommes un réseau de femmes rurales. Nous sommes enregistrés en tant qu'organisation et on a travaillé sur les questions de conservation. On a un statut consultatif auprès des Nations Unies, auprès de l'ECOSOC et nous sommes normalement associés à l'Amérique latine et aux Caraïbes. Mais les Caraïbes sont toujours un peu mises de côté et c'est pour cela que je demande s'il y a des représentants, des représentantes ici avec qui je pourrais interagir ou demander si vous seriez intéressé. Désolée, là. Donc vous pouvez vous enregistrer sur l'initiative Restore Rights. Donc c'est une communauté de pratique. Vous pouvez vous enregistrer pour faire partie de notre communauté de pratique et on pourra ensuite euh, faire le suivi et continuer la conversation. Et on pourra continuer donc à discuter ensuite. Il y a quelques autres questions sur le chat. Il me semble que Henri a posé une question. Et donc, la question, c'est quelle a été votre expérience pour évaluer la violence fondée sur le genre et comment c'est lié, ça peut être croisé avec la restauration des écosystèmes et comment le statut des femmes autochtones va peut-être exacerber ces situations. Est-ce que vous souhaitez que j'intervienne, Rubina? Oui, juste pour dire que c'est une question qui est apparue dans la recherche que j'ai partagée. Donc, on a vu que quand il y a des espaces où les femmes peuvent exprimer leurs expériences, c'est un problème qui surgit et cela va dépendre des contextes. Et je pense que la réalité, c'est que dans la majorité des projets de restauration, on n'a pas forcément l'expertise pour faire face à cela. Et je pense qu'une bonne recommandation, c'est, c'est de pouvoir partager des ressources qui vont être un soutien face à cela, apporter des recommandations et c'est aussi dans les projets, on voit aussi qu'il y a un risque d'exacerber les tensions qui sont liées au genre. Et généralement, les projets qu'ils prennent en compte le genre de façon explicite ou non, les projets peuvent exacerber les inégalités ou parfois, quand les projets apportent plus d'équité, ça peut aussi créer des tensions. Donc, euh, il doit y avoir des mécanismes et des mécanismes de sauvegarde qui peuvent permettre de collecter ces inquiétudes et d'y répondre. Et dans ce que j'ai présenté,
j'ai beaucoup aimé la présentation de Cindy parce que c'est un point de départ complètement différent. Vous parlez à partir des communautés et moi je parle de comment influencer les projets au niveau international. Je pense qu'il est intéressant de voir cela en le mettant côte à côte et on voit des projets qui sont centrés sur les personnes, mais malgré tout, il y a peu de capacité pour répondre à ce type de questions. Et donc, c'est important, je pense, d'avoir des capacités spécifiques liées au genre, avec des mécanismes de plainte et des mécanismes pour gérer les processus, les plaintes et les situations de tension. Il faut avoir des espaces appropriés par ailleurs où les femmes puissent s'exprimer. Donc, c'est vraiment essentiel. Je vais redonner la parole à Cindy. Je pense que c'est vraiment important ici. Merci beaucoup, Marlène. Alors, je voulais ajouter quelque chose, mais je préférerais écouter Cindy d'abord. Oui, alors en effet, j'ai beaucoup d'expérience dans le travail avec les femmes dans les zones rurales. Et le plus important, c'est vraiment de pouvoir expliquer ce qu'est la violence basée sur le genre. C'est très difficile, bien entendu, de traduire cette terminologie globale, mais il est très important de partir de l'expérience même des communautés, de trouver les bons moments pour parler avec les communautés, pour les faire partager leurs expériences et arriver à un consensus entre toutes les personnes présentes lors de la discussion. D'autre part, en tout cas dans notre perspective en tant que association, personnes qui mettent en œuvre les projets, eh bien, nous avons vu l'importance aussi de créer des espaces sûrs. Comme tu le disais, Marlène, des espaces sûrs pour les femmes, mais aussi pour les identités intersectionnelles. Il y a une grande variété de contextes au sein des communautés et parfois nous proposons donc ces espaces aux femmes, mais aussi aux jeunes qui parfois dans certains contextes ont beaucoup de mal à faire entendre leur voix, à exprimer ce que les jeunes souhaitent et véritablement pouvoir à partir de cela créer des projets inclusifs. Donc ce que je peux dire depuis mon expérience, c'est que le plus important, c'est de traduire la violence basée sur le genre en une terminologie et des expériences qui sont compréhensibles par les communautés. Si vous souhaitez par exemple parler d'intersectionnalité avec des peuples autochtones, eh bien ce n'est pas facile si vous voulez expliquer cela à des femmes qui vivent dans des zones rurales par exemple. Eh bien la terminologie est très différente, les visions sont très différentes, donc c'est un point très important de connaître la perspective et la manière de faire locale pour pouvoir traduire ces terminologies. Marlène? Oui, je voulais juste ajouter un dernier point. Un point très important pour moi, donc Cindy parlait de la création d'espaces sûrs. Eh bien, en effet, ce sont des espaces où les femmes peuvent se soutenir et cela permet de créer un tissu collectif. Parce que la violence basée sur le genre, très souvent, euh, isole les femmes, alors que si elles peuvent se renforcer les unes les autres, s'aider les unes les autres, eh bien cela
renforce le tissu collectif et cela permet véritablement d'apporter un changement transformateur. Et toutes ces questions d'autonomisation, par exemple, eh bien, le premier pas, c'est de créer ces espaces collectifs, de créer des endroits où la relation peut se nouer à nouveau. Oui, en effet, dans toutes les initiatives, cela est tout à fait crucial et très souvent n'est pas complètement regardé et pris en compte. L'idée d'espace sûr, de pouvoir les créer, eh bien, c'est aussi une autre victoire à obtenir. Il reste encore beaucoup de chemin à faire. J'ai beaucoup d'expérience ici avec le gouvernement. Euh, Si vous allez dans des villages au Népal, eh bien, la violence à l'encontre des femmes est tout à fait normale et c'est quelque chose qui est très ancré, hein, c'est quelque chose qui arrive, voilà, c'est dans l'ordre des choses. Mais il faut donc commencer à regarder ces composants, ces obstacles qu'il faut dépasser et comme vous le disiez toutes les deux, hein, avoir des endroits à reconstruire. Le tissu social entre les femmes, c'est tout à fait crucial. Alors, je crois qu'il y a beaucoup d'autres questions. C'est une conversation aussi très intéressante. Et je voulais peut-être revenir avec David qui avait une question et qui demandait comment faire en sorte que les femmes népalaises dans les projets de restauration aient un même accès aux ressources hein, que les hommes, hein, sans forcément déstabiliser pardon, les coutumes des communautés. Oui, alors c'est une question difficile. Alors oui, cela fait plus de 20 ans que nous travaillons auprès des communautés et nous n'avons pas vraiment de réponse à cela, de solution toute faite. Et pour nous, le plus important, comme nous l'avons dit au début, hein, c'est de travailler patiemment auprès des communautés, principalement avec les femmes, pour influencer petit à petit les relations de pouvoir et d'éviter d'aborder les communautés depuis une position un peu élitiste, si je peux le dire comme cela. Cela est très difficile. Il est nécessaire d'avoir une grande ouverture d'esprit lorsque vous approchez les communautés, de véritablement les écouter, de partir de leurs besoins en tant que groupe, en tant que communauté, et de comprendre leur situation, leur contexte de vie. Et bien entendu, il n'y a pas de solution qui ou d'alternative hein, qui puisse s'appliquer partout. Il est nécessaire de comprendre les contextes divers et très généralement, les manières de faire, les savoirs, les communautés ne sont pas très sensibles au genre, si on peut le dire ainsi. Vous savez, dans tellement d'endroits ici, les femmes sont simplement volées et obligées de se marier. Euh, ce n'est pas facile hein, de changer cela, de faire comprendre aux gens que ce n'est pas normal. Et quelqu'un écrit dans le chat, hein, on ne peut pas juste parler de violence basée sur le genre sans reconnaître et prendre en compte toute la diversité des acteurs. Lentement mais sûrement, hein, c'est notre, c'est notre mot.
Et si vous voulez vraiment une durabilité en termes de résultats, eh bien, il faut prendre le temps. Cela prend du temps de vraiment voir des changements dans la communauté et de bien montrer que lorsque l'on parle de pratiques traditionnelles, il faut toujours avoir le consentement de la communauté. Il faut bien regarder que les changements que l'on souhaite apporter n'entrent pas en contradiction avec leurs principes profonds parce que cela ne va pas fonctionner. Donc, c'est un peu ce que je pourrais partager de mon expérience. Merci beaucoup, Cindy. Marlène, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Et je suis tout à fait d'accord avec cela et avec l'engagement des hommes, bien entendu. Euh, Plus on prend le temps et on fait l'effort d'engager aussi les hommes, de les responsabiliser, eh bien, plus les résultats sont intéressants. Cela permet aussi de questionner petit à petit les normes sur lesquelles les communautés vivent. Et ce type de réflexion peut faire partie de tout type de projet ou d'initiative de restauration. Et ce sont les communautés qui doivent euh, vraiment euh, s'emparer de ce type de conversation et de comprendre que de parler de cela peut aussi améliorer le bien-être et leur vie en général, et de sortir un peu de la réflexion, ah, si les femmes ont plus de pouvoir, alors les hommes en auront moins. Hum, Donc il y a vraiment beaucoup de choses à remettre sur la table pour amorcer ces discussions. Et je pense que c'est tout à fait essentiel. Et bien entendu, cela ne repose pas que sur les épaules des femmes. L'égalité de genre concerne tout le monde. Et comme Cindy le disait, il est toujours nécessaire que ce soit la communauté qui mène cela, et de regarder la tradition. La tradition peut être intéressante, mais euh, c'est un chemin que l'on peut aussi transformer. Les traditions doivent être flexibles et s'adapter aussi aux réalités changeantes. Merci beaucoup, Marlène. Oui, en effet, lorsqu'il y a un questionnement des normes sociales, eh bien, cela n'est jamais facile. Il y aura toujours une résistance. Et bien entendu, cela va dépendre, pardon, de comment nous menons ce type de sensibilisation, de questionnement. Et je pense qu'il est important aussi de parler de choses comme changement des comportements, pratiques. Tous ces thèmes viennent de la main de ce type de questionnement. Et je voudrais maintenant euh, donc appeler une participante qui a levé la main et qui a une question à partager avec donc nos intervenantes. Narcisse, votre main est levée, vous pouvez prendre la parole. Narcisse, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour, bonjour à tout le monde. Euh, je suis Madame Narcisse de l'organisation Talent des femmes autochtones et rurales en RDC. Je voulais seulement partager une petite expérience par rapport à l'approche cartographie en RDC et avec les femmes autochtones aussi. Et les défis que nous avons rencontrés pendant cette activité. Euh, C'est-à-dire les défis que nous avons rencontrés, nous on a commencé la cartographie pour accompagner les femmes autochtones, mais certains défis qu'on a pu rencontrer, c'est par rapport à l'engagement des femmes
et qui a semblé amener le processus dans un échec. Parce que quand on a lancé le processus, on a reçu 6 communautés qui se sont enregistrées et qui avaient besoin d'être accompagnées. Mais quand on évolue avec le processus, on a trouvé que 5 communautés se sont retirées et on a réussi à cartographier ne fût-ce qu'une communauté. Et quelle a été la cause ou soit le motif de ces désengagements? Le motif était que les autres communautés se sont demandées, mais c'est vrai, nous sommes prêtes à se faire accompagner et à sécuriser nos terres. Mais le défi qui s'observe en est que vous savez que nous vivons de nos forêts. Mais vous commencez avec la sécurisation au lieu de commencer avec les actions, les actions sociales ou soit des actions qui peuvent aider les femmes ou soit les communautés à bien vivre les actions sociales comme telles, vous passez directement à la cartographie. Est-ce que quand nos forêts seront sécurisées, où est-ce qu'on va tirer nos médicaments? Où est-ce qu'on va tirer nos nourritures? Comment est-ce qu'on va prendre en charge nos familles? Nous souhaiterions à ce que si vous nous sensibilisez à sécuriser nos forêts, ça serait mieux de commencer peut-être avec les activités sociales pour assurer nos bien-être avant d'entamer la cartographie. Et ça, on a trouvé que c'était un défi. Et surtout, les femmes ont beaucoup plaidé comme quoi, vous voyez, quand vous cartographiez nos forêts comme ça, au moment où nous dépendons de ces forêts, nous risquons encore d'être victimes des violences conjugales, des violences domestiques, d'aide au ménage, parce que tous les charges nous reviennent, nous, en tant que femmes et nos enfants. Donc, c'est bien de nous accompagner, mais de penser, pendant l'approche cartographique, de penser d'abord aux activités là socio-économiques et aux activités là sociales. Domestiquer peut-être les plantes médicinales, penser d'abord à l'agriculture et tout consort pour que nous puissions aussi adhérer à l'approche. Merci. Je suis Narcisse de la RDC, talent des femmes autochtones et rurales. C'est ça l'expérience que je voulais partager et aussi parler de ce qu'on a rencontré pendant l'activité cartographique avec les femmes. Merci. Merci beaucoup, Narcisse. Et je suis tellement d'accord. Bien sûr, avant que il y ait donc une implication avec les membres des communautés, il faut savoir ce dont la communauté a besoin. Est-ce qu'on a des réponses par rapport à cela chez les panélistes? Est-ce que vous souhaitez réagir? Et sinon, on peut aussi passer à la question suivante. Henri, est-ce que vous avez une autre question? Oui, bonjour, je vous salue des Philippines. Je vous... Oui, on vous entend, Henri. Je voulais juste revenir sur la question de l'accès et du partage des bénéfices par rapport à la mise en œuvre du CMB de la CBD. Et donc, ici, on s'assure vraiment que les femmes soient très fortes sur les négociations pour l'accès et le partage des bénéfices. Donc, il y a un comité, pardon, de femmes qui négocie sur ces questions auprès des institutions pour accéder aux ressources et aussi pour partager les bénéfices qui viennent donc des ressources biologiques des peuples autochtones. Et donc, on a fait des formations avec les femmes de ce comité et des formations en négociation notamment. Et donc, elles ont un sens
très fort de la négociation maintenant et on parle de 50 à 30% euh, de ce qu'elles négocient qui devrait aller pour les femmes, notamment avec les institutions de recherche, les entreprises privées. Oui, merci. Merci beaucoup, Henri. Merci beaucoup pour ces contributions. Je pense qu'on a répondu à la majorité des questions. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une dernière question ou peut-être qu'on peut prendre dernière contribution de Cindy ou Marlène par rapport au partage de Henri. Ah, je vois aussi la main levée de Tina. Bonjour tout le monde, merci beaucoup. Juste pour un peu rebondir sur ce que disait Henri. Merci infiniment, Henri. Je pense que c'est vraiment utile et important de savoir quand il y a plus d'organisations, plus d'agences qui partagent sur ce sujet. L'un des problèmes, c'est que généralement, les processus dans lesquels les femmes sont engagées dans les processus nationaux et les consultations, donc c'est très limité. Généralement, on ne sait pas comment l'implication des femmes s'organise, comment ça a lieu. Donc, je pense que c'est important de visibiliser et de partager, de pouvoir partager plus à ce sujet. Par rapport au protocole de Nagoya et des accords associés, je pense qu'il est important de parler des consultations nationales et donc il y a des choses qui deviennent très importantes quand il y a des recommandations. Si vous avez des recommandations après les consultations, par exemple, et cela peut nous aider à comprendre comment ces recommandations sont ensuite prises en compte ou non dans les SPAMB, parce que c'est quelque chose qui va être essentiel euh, pour le cadre de suivi du CMB. Et donc la question c'est comment est-ce qu'on peut s'assurer que les synergies attendues ont vraiment lieu? Et corrigez-moi si je me trompe, mais donc par rapport au SPAM des Philippines, particulièrement sur le protocole de Nagoya, euh, où l'accès et le partage des bénéfices, je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose qui a permis de répondre aux consultations. Et ce serait vraiment intéressant pour nous de le savoir parce qu'il va y avoir donc une révision à ce sujet l'année prochaine. Ce qu'on voit, c'est que dans les stratégies présentées par les gouvernements, on ne voit pas beaucoup de changements par rapport aux stratégies, aux actions présentées par les partis. Je vais m'arrêter là et n'hésitez pas donc à nous contacter si vous collectez donc des informations qui sont importantes et utiles à partager pour inspirer donc les actions d'autres organisations. Merci beaucoup pour ce partage. Merci Tina. Et je pense, oui, on a pu répondre à beaucoup de questions. Et je voudrais peut-être revenir à la question initiale de Henry sur les violences faites aux femmes. Dans beaucoup de situations, c'est lié au, aux mécanismes en place pour pouvoir répondre aux violences. Dans la majorité des cas, on a des projets qui se concentrent sur la prévention. Et ce dont on a besoin, c'est aussi des mécanismes pour répondre aux violences. Comment est-ce qu'on met en place des bons systèmes de réponse?
il y a un projet qui est mis en œuvre ici au Népal sur la réponse à ce type de violence dans tout le pays. Et ce qu'on peut avoir, c'est des communautés, par exemple, où il y a toutes les organisations de la société civile, les ONG, la police, les institutions judiciaires. Et donc s'assurer que tous ces éléments sont en place, qu'il y a des mécanismes de redressement dans ce type de situation, des mécanismes de règlement des griefs, des mécanismes de plainte qui puissent être sécures, anonymes, accessibles. Et j'espère que cela fait sens pour vous, Henri. Je pense que la discussion a été vraiment enrichissante. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. Et sinon, donc, on va passer à la clôture de notre événement. À moins donc il y ait d'autres interventions de la part de Cindy et Marlène. Non, je voudrais juste répondre à Narcisse. Je pense qu'il y a des méthodologies euh, dans l'approche communautaire et qui pourraient vous intéresser, notamment sur la collecte par les communautés. Mais dans mon expérience, quand on a des expériences où les groupes de femmes ne sont pas à l'aise pour élever leur voix, alors on peut utiliser d'autres méthodologies pour écrire, dessiner, utiliser d'autres outils ou utiliser parfois des objets qui vont permettre d'illustrer les ressentis. Parfois, c'est des fruits. Il y a beaucoup de méthodologies différentes. Mais on ne peut pas forcer les gens à donner des informations. Et parfois, c'est très difficile d'identifier les problèmes qui sont en face de nous. Euh, donc, il faut aussi prendre le temps et faire des processus euh, précautionneux avec de l'observation et avoir beaucoup d'étapes différentes avant de pouvoir réellement collecter des données. Et c'est essentiel de aussi comprendre la situation de la communauté, de comprendre les informations qui viennent des acteurs clés avant de rentrer dans un processus de collecter des données de la communauté. Merci beaucoup, Cindy. Merci pour ces réponses. Je suis tout à fait d'accord. Avant de rentrer dans l'espace d'une communauté, il est essentiel d'avoir des consultations avec les organisations, la communauté. Euh, Parfois, c'est s'approcher des leaders de la communauté, des professeurs, des personnes qui sont là, et pouvoir mieux comprendre les structures sociales, les normes sociales de la communauté. Donc, il est vraiment essentiel d'avoir ce type de consultation. Et avant qu'on passe à la clôture, je voudrais euh, vous poser des questions finales, on va dire. Juste donc une question, Marlène. Je comprends que la recherche que tu nous as partagée a eu lieu dans beaucoup d'endroits différents. Donc, il y a des données qui viennent de beaucoup d'endroits qui ont été agrégées. Et j'aimerais bien savoir un peu plus sur la question du plaidoyer et de l'influence. Est-ce que vous avez eu des difficultés pendant le processus? Par exemple, Cindy nous expliquait comment le processus de documentation s'est déroulé. Mais un peu, donc, la question ici pour vous, Marlène, c'est est-ce que vous avez rencontré des obstacles pour obtenir des données et des données désagrégées par genre
et comment est-ce que ça peut affecter le travail. Oui, merci. Il y a eu des grandes lacunes dans les données, évidemment, parce que il manque toujours des données désagrégées, différenciées par genre. Il y a des lacunes énormes. Et une grande partie du travail qu'on a fait avec nos collègues, c'est écouter les expériences des personnes et voir comment est-ce que les personnes veulent que leurs priorités, leurs besoins et leurs expériences soient représentées. Et donc, je suis chercheuse qualitative et je pense que les méthodes qualitatives sont essentielles. Je travaille aussi en lien avec des personnes qui utilisent plutôt le quantitatif, mais je pense que c'est essentiel que ce soit ancré dans les expériences des personnes. Il faut comprendre les expériences des personnes et connaître leur propre direction, connaître leur propre objectif avec ces données pour apporter quelque chose. Et je pense que c'est aussi essentiel quand on veut influencer les données et les politiques. Et donc, il y a des fossés importants. Et donc, il nous faut s'assurer que l'on regarde les questions de genre pour pouvoir regarder les résultats en matière de biodiversité et influencer les responsables politiques. Parce que les responsables politiques veulent voir des co-bénéfices. Ils veulent pas juste voir l'égalité des genres. Ils veulent que ça leur apporte autre chose. Donc, on essaye d'apporter une meilleure compréhension de toutes ces questions sans que cela vienne donc créer des difficultés additionnelles. J'espère que ça répond à la question. Oui, merci beaucoup. Ça répond tout à fait à ma question. Et je comprends tout à fait ce que tu veux dire quand tu parles de politique, de négociation. C'est toujours quelque chose d'important de pouvoir regarder les expériences des gens. Et pour les peuples autochtones et les communautés, surtout les questions liées aux femmes et au dialogue intergénérationnel, généralement, c'est un petit peu oublié. Donc c'est pour ça que je voulais te poser cette question et je voudrais maintenant demander à Cindy, donc quel type de défi vous avez rencontré dans le processus de documentation? Est-ce que ça a eu des bons résultats aussi? Je pense que les obstacles, c'était la mobilisation des ressources. C'est un archipel ici. C'est un petit peu difficile de se déplacer dans certaines communautés du fait des paysages. On a besoin de beaucoup de ressources pour euh, pour les différents types de transports. Et si on parle des conditions pratiques de la documentation des impacts, je pense que peut-être ce qui a été difficile à certains moments où le défi c'est donc de voir la perspective des communautés. Il faut s'assurer que ce soit pas juste la conservation qui soit considérée comme le seul résultat. Parce que quand on parle de conservation communautaire, généralement, la conservation, c'est pas le seul résultat. Ce dont on parle, c'est les modes de vie des communautés, les savoirs traditionnels des communautés, euh, et le fait de travailler avec la culture euh, de la communauté pour la conservation et la restauration. Et les difficultés,
c'est cette capacité à être sensible, à écouter les histoires et les perspectives des communautés et pouvoir montrer aussi que les communautés doivent faire leur propre processus de documentation et que ça apporte beaucoup d'avantages de résultats. La majorité du temps, les savoirs traditionnels ne sont pas écrits dans le cas des communautés autochtones et locales. La majorité du temps, c'est de la transmission orale. Euh, donc, ce qui est essentiel, c'est de s'assurer que ces savoirs puissent être transmis et que les données retournent à la communauté et qu'ils sont les propriétaires de ces données. Que nous, en tant qu'organisation accompagnatrice, on va pas devenir propriétaire de leurs informations. On est là pour apporter des outils, des plateformes, des, des moyens d'analyse, mais on va pas devenir propriétaire de leurs informations. C'est ça la question de la souveraineté des données. Il faut s'assurer que la communauté puisse être souveraine sur ces données. Je pense qu'il y a beaucoup de défis parfois liés au CLIP, donc au consentement libre, préalable et éclairé. Et je pense qu'il est essentiel de garder en tête que c'est un processus continu. On veut pas centraliser les processus, on veut pas faire des processus avec des grosses ONG, mais on veut de la documentation menée par les communautés. Il faut vraiment, oui, effectivement, comprendre que le CLIP est essentiel, que le processus de consentement libre, préalable et éclairé n'implique pas que une fois que le consentement est donné, les ONG deviennent propriétaires des informations des communautés. Et je voudrais maintenant inviter Rachel McMonagle à faire la conclusion de ce webinaire. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je sais qu'il nous reste peu de temps et je voudrais partager mes réflexions sur les dernières 90 minutes de conversation et je suis vraiment reconnaissante d'être ici et d'apprendre de vous. Je travaille à l'INDESA. On travaille dans plus de 50 pays depuis 50 ans pour la sécurisation des droits fonciers, pour faire face à la pauvreté et donc aussi utiliser la sécurisation foncière pour l'atténuation euh, du changement climatique. Donc ça fait partie des plus grands défis, la question des données entre les droits des femmes et les résultats positifs au niveau des de la conservation. Donc on a parlé des études de cas et des discours dominants, mais on voit généralement les financeurs, les responsables politiques veulent des données quantitatives. Et donc, savoir que d'autres organisations ont les défis similaires, ça me semble encourageant et décourageant à la fois. Mais c'est vraiment important de voir aussi les personnes et les organisations qui font avancer, euh, qui font avancer ces efforts et qui visibilisent les peuples autochtones, les communautés locales et leurs savoirs traditionnels. Je voudrais juste dire, j'ai 3 conclusions. Ma première conclusion, c'est on a vraiment besoin de données. Donc, dans toutes nos capacités, que ce soit au niveau des bases, au niveau des nationales, au niveau des CDN ou des plans d'adaptation, ou qu'on travaille sur le plan d'action de genre, je pense qu'on a une responsabilité de contribuer à l'existence de données sur les relations entre les droits des femmes et la restauration écologique. On a entendu quand on nous disait Cindy, effectivement,
Donc l'importance de pouvoir collecter des données dans différents paysages. La deuxième question, je pense, qui est importante, c'est regarder toute la diversité des femmes, euh, toute la diversité liée au fait d'être autochtone, d'être une femme en situation de handicap ou du statut marital, de pouvoir s'adapter et de penser aux besoins uniques et utiliser les cadres qui sont apportés pour comprendre les différences de perception et de priorité et comprendre les risques, les, les forces et les opportunités pour toutes ces femmes dans toute leur diversité quand leurs droits sont respectés. Et la troisième question, c'est comment est-ce qu'on peut être une communauté pour partager les données qu'on a pu collecter dans différentes plateformes et sur différents médias. Donc, avoir des infographies, des recherches, euh, des mécanismes globaux, des mécanismes nationaux. Et donc, je trouve que c'est vraiment essentiel qu'on ait ce sens de communauté pour renforcer notre travail collectif. Et je pense que Women for Biodiversity est une plateforme vraiment essentielle et j'ai vraiment hâte au prochain webinaire pour pouvoir continuer à apprendre. Merci beaucoup, Rachel, pour ces remarques de conclusion. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé. Et c'est mon premier webinaire avec Women for Biodiversity. Et je suis très heureuse d'avoir été ici avec vous. Merci beaucoup. Oh, juste une minute. Est-ce que vous pouvez allumer votre caméra? Désolée, j'ai oublié. Donc, je vais prendre une photo d'abord des intervenants, intervenantes. Juste une seconde. Et donc ensuite, on va prendre la photo avec les participants. Donc vous pouvez allumer votre vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Donc voilà, on voit un certain nombre de visages qui apparaissent maintenant. Alors on peut sourire. 1, 2, 3. Merci beaucoup.